Pour ceux sur l'audio, vous écoutiez Canvas, je sais pas comment prononcer ça, mais Canva en anglais, d'Averlies, qui est définitivement la tune du moment. Encore plus que ça, je dirais qu'elle a eu une petite promotion, même, cette chanson-là. Il y a beaucoup de tunes dans ce podcast-là qui ont ouvert, qui sont mes chansons d'entraînement du moment ou mes tunes de gym du moment. Mais celle-là ressort un petit upgrade à tune générale, tune de char aussi. Super bon, c'est du metalcore vraiment soft. Puis j'ai entendu ça qu'un de mes amis qui disait comme le metalcore, après un certain temps, man, ça commence à pas mal tout sonner du pareil au même jusqu'à un certain point. Puis j'ai trouvé ça vraiment nice à cause que dans cette tune-là, précisément, il y a un petit bout de saxophone qui, fun fact, OK, la personne à m'avoir introduit à cette tune-là, c'est Simon Hamto, il y a genre 3 ans. Puis il m'a fait écouter cette tune-là, puis qui est un. Essentiellement, c'est le dieu de la calisthénie au Québec. Là. C'est notre plus gros entraîneur de calisthénie au Québec. Puis Simon a fait écouter cette tune-là dans un workout. Puis il m'avait dit, man, c'est tellement bon. Là, il y a un bout de. C'est une tune de métal. Puis maintenant, il y a un bout de saxophone. Puis là, j'étais comme. Bro, j'écoute pas du saxophone. J'écoute pas du métal pour des bouts de saxophone. C'est juste fucked up, tu sais. Puis cette semaine, j'ai envie de faire du gros squat. Puis en ce moment, je suis en période de marathon. Fait que je suis quand même prudent sur le squat. Puis peut-être un petit tip pour commencer justement le podcast. Quand tu veux limiter les risques de blessure ou du moins limiter les risques de fatigue, une chose que tu peux faire au lieu de faire du gros lift, si tu es comme moi et tu veux pas sacrifier ton lifting, chose qui est quand même de la valeur, c'est que tu gardes le lift, sauf que tu diminues le risque de blessure justement. Souvent, le risque de blessure a le plus de chances d'arriver quand le muscle est en position étirée. C'est là qu'il y a le plus de tension, c'est là que c'est plus facile de compenser. Fait que je suis en train de faire du squat, mettons. Puis au lieu de faire du gros squat lourd comme je fais, à cette heure, ce que je fais, c'est que je fais du squat excentrique. Fait que j'ai une grosse retenue, puis une petite pause en bas, vraiment en position étirée. Ça baisse la charge au bout. Là, j'ai facile. Pour vrai, je dois être proche 100 livres under de ce que je mettrais normalement sur un squat, sur un rep range comparable. Mais c'est vraiment plus doux sur mon corps. J'ose estimer qu'il y a moins de risque de blessure parce que tu contrôles un petit peu plus. Je ne sais pas à quel point ça vaut la peine de faire ça toute l'année, sincèrement, probablement pas. Mais vraiment de comme contrôler jusqu'en bas avec un gros excentrique et une petite pause en bas. Puis je suis en train de faire ça en ce moment dans le squat. Puis ça rend ça vraiment pire. Clairement, ça rend ça considérablement plus misérable. Ça rend pas ça plus facile de faire comme un excentrique de 3 secondes, puis une petite pause en bas en position tirée ou dans le bas dans le cas du squat. Puis je suis en train de mourir essentiellement. Mon âme est en train de se détruire en dedans jusqu'à temps que cette tune-là kick, puis le petit bout de saxophone. Puis là, fucking 3 ans après, je comprenne ce que Simon avait essayé de m'apprendre dans ce temps-là, qui est c'est malade, tu fucking saxophone dans une tune de métal. Fait que c'est pour ça que la tune est là, Canvas, Laverlize, qui est ouvert en intro. Podcast d'aujourd'hui qui est quelque chose de très important, réalistiquement qui est fait un petit peu trop tôt, mais c'était l'UTH en fin de semaine, c'était une des plus grosses courses entrées en fin de semaine. Pas la semaine prochaine, l'autre, c'est le demi-marathon de Montréal. Après ça, une couple de semaines après aussi, c'est le demi-marathon de Québec. Fait que pour la plupart des coureurs, la saison finie. Puis avant qu'ils nous disent Hey, Alex Camténaire, la saison est encore là, il nous reste encore une coupe de courses. Un off-season. Pas un concept qui est très populaire en course à pied en général, ni en entraînement. D'ailleurs, ce podcast-là va être peut-être un petit peu plus guéri course, mais j'estime que tous les concepts que je vais dire sont peut-être même plus applicable, sérieusement, en entraînement de gym, mais je vais laisser un peu plus de courses. Puis je suis comme, hey, Alex, garde, donne-nous une chance, il reste une coupe de courses, la saison n'est pas finie. Tu as bien raison, on n'est pas en off-season encore, mais un off-season, je pense que ça se pense. Puis c'est juste pour mettre ça dans la tête du monde. Je pense que je suis mieux de sortir une couple de semaines avant, que le monde réfléchisse un peu à ça, que d'arriver 2 semaines après, puis là, on sont comme, ma saison est faite, fuck it. la graine sera semée, ça va être une tentative de ça. Puis j'estime sincèrement que c'est une des choses les plus négligées, puis je sais que j'ai déjà dit ça dans un podcast réalistiquement plusieurs fois. Une des choses les plus négligées en entraînement, c'est, je dirais, de s'entraîner fort. No shit, la plupart du monde ne s'entraîne pas assez fort pour générer des résultats ou des adaptations. Mais la deuxième affaire, c'est de faire un step back, puis vraiment de prendre le temps de réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait, puis comment on s'enligne, de vraiment faire, OK, j'ai fait ça, de faire le pas arrière, puis après ça, de réfléchir à où est-ce qu'on va pour apprendre. Puis fun fact, c'est pas nécessairement le fait de faire qui fait que tu progresses. C'est souvent le feedback de rétroaction qui fait que tu progresses. C'est que tu fais quelque chose, puis après ça, tu te rends compte que ça a marché ou que ça n'a pas marché, puis après ça, tu apprends là-dessus, ce qui est la job d'un coach, essentiellement. Mais je pense qu'en entraînement, c'est quelque chose que le monde ne font pas. Puis c'est ça un off-season, beaucoup. C'est de prendre le temps de faire un feedback, puis de faire vraiment un pas en arrière, puis de réfléchir à tout ce qui s'est passé, vérifier où est-ce qu'on veut s'en aller. Puis c'est un peu de ça qu'on va parler en ce moment de off-season. Même si je suis 2 semaines, 3 semaines plus tôt, il y en a quand même une couple d'entre vous qui sont en off-season réalistiquement. Puis on va en parler en ce moment, même si pour la plupart d'entre vous, ça va être dans 2 semaines. On va planter cette graine-là ensemble. La première affaire, OK, le concept du off-season. Le concept du off-season, c'est pas compliqué. C'est un concept évidemment de préparation physique parce que ça s'entend que tu as une saison puis une saison morte. Habituellement, avant de faire un off-season, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une phase de transition, qui est quelque chose d'assez important que le monde néglige vraiment beaucoup. Une phase de transition, essentiellement, je vais prendre l'exemple d'un sport traditionnel parce que la ligne, sa course à pied temporelle est peut-être un petit peu moins claire, là. Mais tu sais,
Dans le cas d'un sport traditionnel, tu as ta saison de hockey, après ça, ta saison est finie, puis après ça, tu tombes en off-season ou tu fais autre chose. Ben, généralement, avant de commencer ton training d'off-season, tu vois, ça s'appelle une phase de transition, surtout si tu as un certain niveau, si tu as un haut niveau. Une phase de transition, c'est que tu prends 2 semaines où est-ce que tu ne fais pas ton sport. Ben, ça dépend quand même, je veux dire, on va s'en parler encore un petit peu après, c'est spécifique. Une phase de transition, c'est 2 semaines où est-ce que tu ne fais pas le sport précis que tu aspires à faire ou que tu n'as pas d'entraînement précis où est-ce que tu aspires à faire. Fait que l'objectif, c'est d'arrêter de structurer ton activité physique pour progresser. Fait que l'entraînement, c'est d'arrêter de faire de l'entraînement puis de commencer à structurer ton activité physique pour jouer, essentiellement pour avoir du fun. Fait que dans le cas d'un athlète, ça peut être très, très simplement de les faire d'autres sports. Ça pourrait être, dans certains cas, d'aller au gym, mais je ne veux pas dire glander, là, je ne veux pas que ça sonne négatif. En même temps, c'est négatif. C'est ça que la plupart du monde font dans une salle d'entraînement. C'est d'aller au gym, pas de programme, de faire à peu près ce que tu veux ou d'avoir juste comme une couple de petites affaires qui ne sont pas nécessairement alignées avec ce que tu as besoin de faire pour ton sport ou tes objectifs. D'avoir comme une période un peu plus tampon où est-ce que l'objectif, c'est de recharger la batterie physique et psychologique, dans le sens que la batterie physique ne devrait pas tant avoir besoin d'être rechargée parce que si tu fais bien tes affaires, en théorie, tu vas la recharger avant ta compétition ou avant ton épreuve, avant ta date limite. Ce qui est honnêtement un gros enjeu, même pour la plupart du monde qui s'entraîne. Tu devrais te mettre des quotas. Tu devrais te mettre des dates, tu devrais te mettre des obstacles, des contraintes limites temporelles où est-ce que j'essaie de faire telle chose avant tel temps. Définitivement, si c'est une cote, encore plus si c'est une paire de gras, tu devrais avoir une date de fin, sincèrement. Puis c'est 100% arbitraire. C'est moi qui décide que ça finit là, mais ça l'aide, sincèrement, d'avoir un cut-off. Mais aussi dans un contexte d'entraînement, quoi, tu devrais avoir un deadline puis avoir comme une période un peu de transition, une période un peu plus morte après. Si tu t'aimes bien tes affaires, tu vas piquer physiquement à un moment précis. C'est pour ça qu'on fait des phases d'affûtage, entre autres, dans des preuves de marathon, c'est qu'on veut diminuer la fatigue au maximum. Il y a un vieux jargon dans le monde de la préparation physique qui s'appelle fatigue mass fitness. Fait que l'objectif, c'est que si tu as quelqu'un que tu as entraîné pour qu'il ait un meilleur potentiel physique, un meilleur potentiel de performance, la chose qu'il peut faire qu'il ne performera pas, ça va être s'il est fatigué. Fait que tu veux t'assurer que ta personne elle arrive le plus top, le plus fresh possible. C'est ça l'objectif de baisser la charge d'entraînement avant une compétition, dans le fond. Puis, si tu joues bien tes cartes, la fatigue physique post-compé ne devrait pas être si pire que ça, à moins que tu aies vraiment comme un ultramarathon ou une grosse distance ou une grosse affaire de même. Tu devrais être fatigué, mais probablement pas monstrueusement fatigué. L'objectif de faire une transition, puis ultimement un off-season, c'est surtout de diminuer la batterie psychologique. Puis oui, il y a quand même une partie réduite de la charge physique, mais c'est surtout psychologiquement d'arrêter d'avoir une contrainte de charge, d'arrêter d'avoir une contrainte d'horaire, de vraiment juste comme déploguer un peu puis de recharger. À long terme, puis j'ai pas vu d'études là-dessus, j'ai sincèrement pas cherché parce que je pensais pas bloquer des études en ce moment. Mon rack à bouteilles, hein, pour ceux sur la vidéo, est vraiment pas hot. Il faudrait vraiment que je ressors mes bouteilles. J'ai juste vu le vidéo, genre, puis mes bouteilles sont fucked up, man. Faut vraiment que je fasse un peu de clean-up là-dedans. Mais anyway, tout ça pour dire, je suis en saison de course, ok? Mes bouteilles sont tout croches, mes gels sont étalés un petit peu partout, là. Fait que pardonnez-moi ça pour ceux sur la vidéo. Ceux sur l'audio, mon bureau est parfaitement ordonné et propre. Vous avez jamais rien vu d'aussi propre que ça. Fait que si tu devrais réduire un peu ta fatigue physique, avant le truc, mais c'est surtout psychologiquement de déploguer, surtout quand tu as des personnalités qui sont plus free spirit, j'imagine. Tu sais, comme du monde qui réagissent un petit peu moins bien à des contraintes d'horaire, réagissent un petit peu moins bien à des contraintes de training, tu sais, qui ont besoin d'avoir plus de liberté, plus de lousse un peu. Ben, quand tu tombes en transition, c'est une bonne manière de justement ôter ça. Tu sais, de vraiment comme faire que la personne, elle arrive, le comportement humain est optimisé. La personne, elle arrive physiquement et mentalement fresh. C'est ça le dé d'une transition. Moi, dans le fond, mon guideline, c'est tant que tu n'es pas Canadien, peut-être provincial dans certains sports. Fait que, tant que tu n'es pas normalement, là, des athlètes professionnels, ça peut aller jusqu'à un mois. Facile. Il y a du monde qui prennent plus que ça, même. Un mois où est-ce que tu as zéro entraînement, tu peux peut-être faire l'activité physique si ça te tente, mais zéro, 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 rien pendant un mois. Ça arrive très, très souvent au niveau professionnel. Pour la plupart du monde, c'est fucking overkill de prendre un mois. En théorie, c'est pas si nocif que ça si t'es sharp le reste de l'année. Mais pour la plupart du monde, un mois, ça va être ben trop, là, sincèrement. C'est juste trop. Fait que la plupart des gens, moi, ce que j'aime faire, c'est 1 à 2 semaines, peut-être un petit peu plus que ton niveau de compétition est élevé. Plus que c'est pas tant nécessairement le niveau de compétition, dans le fond, c'est le niveau de sacrifice lié au niveau de compétition, je pense, qui joue beaucoup dans le sens que si t'es Canadien ou même mondial, tu as intérêt à spinner ta vie beaucoup dans ce sens-là. Puis ça, évidemment, ça a un certain poids à traîner. Fait que, l'objectif d'une phase de transition, justement, c'est d'ôter ça. C'est d'effacer ça jusqu'à un certain point, de le minimiser. La plupart du monde, 1 à 2 semaines, tu vas être good de transition. Si tu as une course, ta phase de transition, ça peut être juste de faire whatever comme sport qui n'est pas de la course à pied 1 à 2 semaines après. Mais quand tu fais des ultra-distances, particulièrement les ultra-distances, je dirais ce qui est vraiment, vraiment important, c'est de regarder comment ton corps réagit aussi. Tu n'es pas obligé de recommencer à courir. Ce n'est pas les 14 jours que tu ne cours pas après ton ultra qui va changer de quoi dans ta préparation physique. Tu sais. Ce que tu peux faire après ça, c'est vraiment de permettre à ton corps de récupérer le plus possible. Puis il y a bien du monde qui se chie dans la phase de transition parce qu'ils veulent juste recourir trop vite quand ils n'ont pas nécessairement besoin de le faire. Souvent, c'est quasiment plus émotionnel qu'autre chose, latéralement ça. Mais tu sais, l'objectif, c'est de récupérer physiquement aussi, puis de récupérer mentalement, puis pas juste
Surtout quand tu as des épreuves d'endurance, tout ça, moi, est-ce que la charge d'entraînement est réelle? Là? Il y a beaucoup de temps qui est lié à ça. Va faire autre chose, va faire des séries, va écouter des séries TV sur Netflix. C'est vraiment ça, une phase de transition. La plupart du monde, 1-2 semaines, ça va être bien good. Si ton niveau de compétition est plus élevé, limite provincial, canadien, mondial. Provincial, 2 semaines, je dirais c'est good, mais tu sais, canadien, mondial, 3-4 semaines, ça va être bien good où est-ce que tu fais pas ça. Mais c'est quand même important d'avoir une phase où est-ce que tu fais tout sauf ton sport précis, puis même que tu n'as pas de contraintes d'entraînement quelconque. Suite à ça, suite à quand tu as rechargé ta batterie, là, tu vas embarquer dans ton off-season. Puis le off-season, essentiellement, c'est, moi, j'argumenterais la phase la plus importante de l'année. Dans le sens que moi, personnellement, j'aime pas mal mieux, puis même pas personnellement, je pense n'importe quel préparateur physique, on aime vraiment, vraiment mieux avoir du monde off-season, les bâtir en préparation de la compétition, qu'après ça, arriver fucking 10 semaines out avant de la course, puis là, de commencer à faire go, 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 puis là, d'improviser, puis de pas avoir de place pour jouer, tu sais. Puis j'en ai plein des clients en ce moment qui, pour quoi que ce soit la raison, j'en ai 2 en tête, en fait, précisément, qui ont fait leur off-season avec moi, puis là, ils ont récolté tout, genre, les produits de leur entraînement de cet hiver ou de ce printemps, cet été, où est-ce que là, ils ont lâché le suivi en ligne pour quoi que ce soit la raison. Puis là, ils sont plus dedans, puis là, ça va bien, puis leur training va bien, puis moi, je les suis, puis je suis sincèrement bien content pour eux. Mais ils récoltent le fait qu'ils ont poussé en mongol durant l'hiver, tu sais. Ils ont travaillé sur leur base, ils ont travaillé sur leur faiblesse musculaire, ils ont travaillé sur tous les trucs qui limitaient leur performance avant, tu sais. Puis c'est pas tant rendu. En fait, c'est pas ça que tu fais. Tu fais pas ça rendu à ta saison. Ce que tu fais, c'est quand tu es rendu dans ta saison morte, c'est là que tu vas vraiment bâtir du monde un peu. Puis c'est là que tu vas vraiment t'assurer de faire ton off-season. Puis c'est là que tu vas travailler sur toutes les choses qui vont faire que une vieille métaphore de préparateur physique. En fait, c'est pas de préparation physique, c'est Louis Simon, un des plus gros coachs de powerlifting qui a marché sur cette terre, littéralement, qui fait tout le temps la métaphore d'une pyramide qui dit une pyramide peut monter aussi haut, puis la pyramide est une métaphore dans ce cas-ci pour la performance humaine, mettons. Là. La pyramide peut monter aussi haut que sa base est large. Puis la base, ça va tout le temps être l'élément mi-temps, c'est la base de la personne, puis la base, c'est faite dans le off-season. La base d'un athlète, la base d'un individu, de manière physique, c'est vraiment fait dans l'off-season. Fait que c'est pas le temps de faire ça fucking 3 semaines avant, où est-ce que là, t'es comme, OK, j'ai un problème de genou, back squat, on monte le volume de course, on fait ci, fucking taper là, tu sais, ça devient juste un gros bordel. Fait que c'est vraiment, vraiment dans le off-season que ces affaires-là sont bâties, puis c'est là que ça devient vraiment, vraiment un game changer, puis c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Fait qu'après avoir fait un pitch de vente beaucoup trop long sur l'importance des off-season, qu'est-ce que ça mange, un off-season? C'est quoi, un off-season? Concrètement, la première affaire que je dirais, OK? Puis laissez-moi faire une petite parenthèse avant de renier sa transition, c'est des phases de off, parce qu'en salle d'entraînement, ça serait probablement juste une phase de off, ou est-ce que tu t'entraînerais pas, tu prends une semaine off. Si tu as peur de faire une semaine sans entraînement ou 2 semaines sans entraînement, puis que tu as peur que ça affecte tes gains ou tu as peur de ne pas progresser, tu t'entraînes pas assez fort, mon homme. C'est vraiment, vraiment simple de même. Il y a tellement d'exemples de monde qui prennent des semaines off, qui arrivent, au-delà, on s'entend, 10 jours, ça commence à être long, là, mais pour une semaine off, pas pour une transition. Mais si tu as peur de prendre une semaine off, d'arrêter, tu t'entraînes juste pas assez fort, même, le reste de l'année. C'est vraiment, vraiment simple de même. J'ai un client en tête qui s'appelle Gabriel, qui des fois écoute le podcast, fait que jamais écoute, on se salue. Il l'écoutait au passé, ça fait longtemps qu'on n'en est pas reparlé, en tout cas, il a déjà écouté le podcast à un moment précis. Puis c'est un des gars, c'est un gars très avancé, dans le sens que il a fait un photoshoot cette année. Il est plus en shape que la plupart, il est considérablement plus en shape que la plupart du monde dans un gym. Il fait des très bons temps de course. Il a un certain niveau. C'est un gars qui est avancé dans de nombreuses disciplines athlétiques. Tu sais. Puis même un gars avancé comme lui, c'est jamais arrivé qu'après une semaine off, il ne fasse pas de PR. C'est jamais, jamais arrivé. Il revient de ses vacances, puis il démolit. Il prend genre 2 semaines de vacances par année, puis il démolit fucking tout. Dans le sens que quand il part en vacances, souvent, il s'en va, mettons, dans le sud avec sa famille ou des affaires de même. Fait il ne s'entraîne pas dans ces moments-là. Puis il revient l'autre semaine d'après, puis il démolit, il fait plus de PR, il est plus fresh, tout va bien. Fait que c'est vraiment, vraiment important de ne pas se laisser prendre dans le tangle émotionnel, puis faire, ah non, moi, je ne veux pas prendre d'off-season, je veux continuer à m'entraîner pour progresser, tout ça. T'es comme, honnêtement, si tu as peur d'une semaine de rest, tu t'entraînes juste pas assez fort. Tu t'entraînes juste pas assez fort. Puis là, c'est important que ça soit pas juste des semaines. Puis c'est une bonne affaire, ça, de genre, est-ce que tu devrais les planifier ou non, tes semaines de repos? C'est vraiment une autre conversation, dans le sens que, généralement, pour la plupart du monde, la vie va t'être planifiée, tes semaines de repos. Tu n'as peut-être pas besoin d'y prendre, dans le sens que, puis il y a des nouvelles études dans ce sens-là qui amènent quelque chose de vraiment intéressant, qui change potentiellement notre vision de la préparation physique par rapport à ça, où est-ce que dans le monde de l'entraînement, typiquement, on fait des phases de 4 à 6 semaines, puis notre phase de transition est souvent, mettons, la 7e ou la 5e semaine, ça fait une semaine de 4, où est-ce que la personne a changé de training, elle refait ses charges, puis elle a comme une espèce de deload parce qu'elle change de programme d'entraînement, il faut qu'elle regosse avec son setup pour trouver ses vraies charges. Sauf qu'il y a bien des études qui commencent à amener une certaine tangente que le deload imposé n'est pas si nécessaire, puis de le prendre quand la personne l'a besoin. Puis là, il y a un enjeu avec ça, dans le sens que
la plupart du monde doivent sentir quand ils ont besoin des l'autre, ce que j'argumenterais la plupart du monde vont vraiment de la misère à faire. Mais tu sais, c'est là de forcer des pauses, c'est peut-être pas si hot que ça. Tu sais, après une compé, là, ou après une grosse, ou l'accomplissement de ton gros objectif de l'année, c'est tout le temps une bonne idée, juste de décanter un peu. Mais dans le cas du reste de l'année, peut-être que si tu es juste plus ouvert à quand tu ne peux pas t'entraîner ou que tu ne planifies pas activement de pause, puis quand la vie les met pour toi, tu risques de te sentir moins mal quand tu es up et que tu ne contrôles pas, mais c'est juste food for thought un peu là-dessus. Fait que pour revenir sur notre off-season, chose qui a quand même vraiment de l'importance sur off-season, dans le fond, c'est quoi un off-season? Comment on fait ça? Un off-season, l'objectif, c'est de travailler, contrairement à la phase de transition, ou est-ce que c'est whatever, tu fais ce que tu veux, mon homme, l'objectif d'un off-season, c'est de travailler tous les éléments du sport ou les éléments de la performance qui ne sont pas le sport spécifique, mais qui pourraient quand même être un élément limitant. Fait que je donne un exemple. Tu joues au hockey, puis tu as vraiment de la misère avec ta force de jambe. C'est pas quand tu joues 4 games de hockey par semaine qu'il faut que tu travailles ça. Tu vas juste te péter les jambes, mon homme. Fait que tu fais ça vraiment off-season ou est-ce que tu joues moins, c'est moins important, ou est-ce que tu vas recommencer, ils vont faire des drills un peu plus techniques, c'est comme moins grave un peu. C'est la même affaire pour la course à pied, dans le sens que si tu as des objectifs de VO2 max, ou si tu as des affaires où est-ce que tu es vraiment limité par ta capacité aérobique, c'est pas tant le temps, même, de faire ça quand ton volume est haut, à ton plus haut, puis tu fais ton 33, ta sortie de 30 km de marathon. Là. Il va y avoir une compétition au niveau de ta fatigue qui va jouer. Fait que le timing n'est vraiment pas là. Ça se fait super bien off-season. C'est un peu où est-ce qu'après ta phase de transition, là, si tu fais des plus longues distances, mais tu commences à faire des plus courts intervalles, qui est ce que tu ferais normalement avec du développement de VO2, puis tu le crains un peu plus, puis tu cours moins loin, mais plus intense. T'sais. Ça serait le genre d'affaire qui aurait beaucoup d'impact. Fait que c'est quand même une qualité physique qui est liée à ton sport, mais qui est relativement éloignée de ta performance globale. Puis c'est la même affaire en termes de shape. Évidemment, si on commence à mixer course et shape, c'est là que ça devient de plus en plus complexe, où est-ce que le monde ça serait probablement ça. Ça serait probablement ça la première étape du off-season. La première affaire, c'est probablement pour refléter sur ce que tu as fait. Et oui, les contraintes physiques et mentales. Ça, c'est clair. Dans le fond, ce que tu t'assois, tu fais, all right, man, qu'est-ce qui a mal été dans cette prep-là? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'ai tout le temps, avec tous mes clients qui font des courses, après, la semaine après ou 2 semaines après, on s'assoit et on fait ce que j'appelle un debrief essentiellement. Puis je fais mon debrief en 3 étapes. La première, c'est comment ça a été ta course? Y a-tu de quoi que tu aurais pu faire mieux? Puis y a-tu de quoi qu'on aurait pu faire mieux pendant la course? Puis y a-tu de quoi qu'on aurait pu faire mieux dans prep? Puis oui, je suis très ouvert à me faire rentrer dedans par un client en me disant, moi, j'aurais fait plus ci, ça. Puis c'est pas une dictature. Là. C'est pas moi qui dis, on fait ça, puis on peut attendre ça. C'est vraiment, on bâtit de quoi ensemble. Là. Puis c'est là que je pense que la différence embarque. Puis après ça, moi, je fais la même affaire que j'ai dit au client, mais je le fais moi-même. Fait que comment moi, je trouve que ta course, elle a été. Après ça, qu'est-ce que je pense que tu aurais pu faire mieux. Puis après ça, qu'est-ce que tu as bien fait. C'est le fun de souligner les bons côtés. Puis souvent, c'est quelque chose que je pourrais faire mieux, sincèrement, de vraiment prendre le temps de souligner les bons côtés que la personne a fait aussi. Puis, en fait, je pense que je ne suis pas si près avec les clients. Je suis juste vraiment à chier pour le faire moi-même. C'était une autre conversation. Mais, puis je travaille là-dessus, by the way. Genre, je travaille avec une psycho en ce moment qui me donne des fucking devoirs, puis elle me force à comme écrire de la gratitude le soir. Puis sérieux, je suis à chier. Je trouve ça insignifiant, puis tout. Puis, faut vraiment, je me force à trouver des bonnes affaires qui sont arrivées dans ma journée, mettons, mais ça m'aide. Ça paraît vraiment au niveau du mood, mais j'écris tout le temps les mêmes affaires, puis là, le devoir, c'est comme tout le temps d'écrire des choses différentes. Fait que c'est comme encore plus dur, mais c'est un peu le même concept en entraînement. C'est genre, tu entraînes ton cerveau, tu développes ce muscle-là à voir les choses peut-être un peu plus positives ou les choses reconnaissantes dans ta vie. Fait que, anyway, ça pour dire, c'est ça l'intérêt d'un off-season. C'est vraiment juste tu t'assois et tu reflètes sur les trucs qui n'ont pas bien été. Puis moi, je le fais de cette manière-là avec les clients. Fait que la première, c'est comment ta course a été, comment qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux dans ta course, puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux dans ta prep. Puis après ça, moi, je fais les mêmes affaires, mais de mon bord. Puis après ça, on bâtit sur ça, puis on sort nos éléments physiques, on sort nos affaires à travailler, physique ou psychologique, parce que tu peux vraiment travailler ton psychologique aussi. Puis après ça, tu fais comme une espèce de draft de OK, on a été limité par ta capacité aérobique. OK, ton dos, il a gossé pas mal, on va devoir travailler ça un peu en off-season, parce que c'est un élément limitant musculo-squelettique. Puis ton dos, mettons, je sors le dos parce qu'il y avait une cliente un matin qui jasait que c'était vraiment. Ça chie un peu son demi, son dos, pour vrai. Ouais, non, ça a quand même bien été, mais ça a été un turn-off. Ça a été vraiment un solide turn-off. Puis j'étais comme, on ne commencera pas à renforcer tout ça puis à travailler tout ça pendant que ton millage était à son plus haut dans l'année. Tu sais, ça ne fait pas ça. Ton dos est déjà irrité. On ne va pas plus le pré-irriter en entraînement. Tu sais, pendant ta saison, on va faire ça en off-season. On va tout driller ça, on va renforcer ça pour s'assurer que, mec, on ait besoin, ça ne soit plus un élément limitant. Tu sais. Puis c'est pour ça que ça a tant de valeur d'avoir du monde en off-season. C'est fucking plus compliqué pour le coach de faire un training off-season, de s'asseoir, de vraiment évaluer tes qualités physiques comme du monde, d'évaluer tes éléments limitants, que de le faire en saison. Parce que quand tu arrives, tu es 12 semaines hors de ton marathon ou de ta course, ben là, man, c'est ça, puis c'est tout. C'est ça le plan, puis on s'enligne de même, tu sais, puis ben c'est ça, puis c'est tout. Ça devrait jamais être c'est ça, puis c'est tout, mais tu sais, l'énergie est limitée, le temps est limité, puis c'est clair que c'est quelque chose qui est quand même relativement gros comme objectif. Il va falloir qu'on passe plus de temps sur ça à cause du deadline, tu sais. Fait que là, ça fait qu'on a moins de temps pour travailler sur autre chose, puis même limite, souvent, c'est pas une bonne chose de travailler sur autre chose. Fait que tu t'assois, puis tu évalues clairement c'est quoi tes éléments mi-temps, puis comment les travailler. 99% du monde, dans le cadre de la course à pied, c'est une question de muscle, c'est le body qui a lâché ou de VO2 max. Sincèrement, pour la plupart des coureurs, c'est vraiment ça. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de parler de comment structurer un off-season. Ton off-season,
va durer le plus longtemps possible qu'il peut sans nuire à tes autres objectifs. Règle du pouce, c'est pas si long que ça. OK? Mais si tu es capable de me donner un off-season de 2-3 mois, je te jure que ça va faire une différence, bro. Ça va faire une sale différence, un gros off-season. Mais souvent, le monde a d'autres objectifs, puis c'est correct. Le monde a des sports autres que ça, puis c'est bien chill, je comprends ça. Mais c'est vraiment. Off-season, c'est vraiment l'équivalent de mettre du cash dans ton compte épargne. Genre, c'est comme. C'est important. On sait tous que c'est important. Le plus longtemps qu'on fait, le plus qu'on le fait, on sait que ça va être mieux. Mais c'est un peu chiant, un peu beaucoup chiant, puis ça fait que tu ne peux pas t'acheter d'autres bébelles sur Amazon. Fait qu'on y pense un petit peu moins, puis on focus plus sur acheter un nouveau ticket de course qui, by the way, cette année, ça a été un fucking Cambodge. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment au Québec, mais les courses sont toutes sold out, man. Puis même des courses qui, normalement, sont le demi-marathon de Bécancour. Ça a tout le temps été ma course un peu bouche-trou, sincèrement. Où est-ce que j'écrivais le monde, puis j'étais comme, ah, t'as pas besoin de s'inscrire, si j'avais sold out, puis le tas de la place. La course est fucking sold out, man. C'est jamais arrivé en genre 8 ans. Puis là, je comprends pas ce qui se passe. Mais bref, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui font de la course à pied, ce qui est vraiment awesome. Mais tout ça pour dire. Fait que tu t'assois puis tu fais tes courses, tu fais tes trucs. Puis l'autre affaire qui est vraiment, vraiment importante, une fois que tu as sorti tes éléments limitants physiques et tes éléments limitants psychologiques pour ta prep et pour progresser, ou est-ce que tu as vraiment fait ton acte de réflexion sur qu'est-ce que tu as à faire pour aller plus haut? Ton volume était-tu assez haut? Est-ce que ça a été dur d'avoir? Puis une autre affaire que tu peux plugger là-dedans aussi, c'est tout ce qui est work-life balance, entre guillemets, puis la famille. Est-ce que tu as vraiment puis c'est important. Ça, sincèrement, c'est important parce que ça peut en chier des coupes, un ultramarathon. Où est-ce que le gars, c'est la même métaphore un peu que quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est tout le temps là, c'est genre, man, t'es jamais à la maison parce que tu travailles, puis dès que tu arrives, ils sont courir des 6 heures. Est-ce que c'est des sacrifices que tu es prêt à faire pour faire ton Ironman? Ou est-ce que c'est des trucs que tu es prêt à faire pour balancer les autres sphères de ta vie? Puis ça, c'est correct de le faire. Puis à peu près toutes les filles, tous les couples vont te pardonner à maner si tu as fait une erreur ou que tu as été plus investi dans un projet. Ce qui pardonne moins, c'est quand tu en fais ton mode de vie par défaut, puis là, tu n'es jamais là, puis le monde, comme écrit, il n'est jamais là, puis là, 3 ans après, ben, on n'a plus de couple, tu sais, parce que tu ne l'entretiens pas, man. Fait qu'une autre affaire qui peut être importante de te demander, c'est est-ce que mon entraînement soutient mon mode de vie en fonction de où est-ce que je vais aller puis de mes autres valeurs, tu sais. C'est probablement une des raisons pour lesquelles moi, je n'en ferai pas d'un ben, je vais t'en faire attention. Mais c'est probablement une des grosses raisons pour lesquelles je n'en ferai pas d'ultra ou que ça ne se reprend pas de suite parce que je vois sincèrement pas comment je peux. Il y a une partie de ça qui est un peu de rester en shape. Parce que pour vrai, dès la prep de marathon, j'ai atteint un descend niveau de shape au début de la semaine, au début de la prep de marathon. J'ai pas eu d'abdos découpés ni rien, mais j'avais comme un début, là, un début d'abs. J'étais relativement lean, réalistiquement pas mal le plus lean que j'ai été cette année. Puis ça a été de même pas mal au début de ma prep. Puis plus que ça avançait, plus que c'était tough. Fait que mettez ça dans votre tronche, tout le monde qui pense que vous allez faire un marathon pour perdre du gras. Moi, ce qui est arrivé, c'est 100% l'inverse. Puis souvent, quand le monde perd du poids dans un marathon, c'est pas très positif, sincèrement, parce qu'il y a potentiellement des enjeux de récup. Quand ça arrive puis qu'on y pense pas trop, qu'on fait pas trop attention, puis la personne n'a pas trop faim, c'est une chose, mais normalement, tu le sais, man. Normalement, tu le files. Là. Puis si tu veux optimiser ta performance, si tu veux optimiser ta récupération, par définition, c'est pas très logique d'avoir moins de calories qui rentrent que ce qui sort. Puis qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est l'inverse. Genre, le monde arrive, puis là, il commence à avoir des dépenses super élevées d'activité physique, qui est n'importe quel prep d'endurance. Puis après ça, ils sont comme, mais là, je comprends pas pourquoi mon corps me fait manger plus, ou pourquoi j'ai plus faim, pourquoi j'ai moins d'énergie. Ben, tu sais, man, ton corps est pas si pire pour survivre. On a des mécanismes de survie qui sont quand même relativement profonds et quand même efficaces, puis ça rend ça vraiment pas impossible, mais ça rend ça inefficace, premièrement. C'est très inefficace d'essayer de perdre du poids dans une grosse prep parce que tu veux récupérer justement ton mélange d'entraînement, fait que toutes les choses qui impactent ta récupération. 95% de la récupération, c'est l'énergie que tu rends dans ton corps, il y a ton alimentation, es-tu en maintien ou en surplus léger, ton sommeil, ta gestion de stress. Avant même de tomber dans fucking ashwagandha ou de tomber dans toutes ces affaires-là, qui sont des choses qui peuvent avoir de la valeur, sincèrement. Je ne dis pas que ça n'a pas de valeur. Mais avant même de tomber dans ces affaires-là, il faut vraiment que tu optimises comme ces 3 piliers-là. Puis quand tu en enlèves un, parce que toi, tu décides que tu perds du poids dans ta prep de marathon, généralement, ça va paraître, puis ça va avoir des trucs. Puis moi, j'ai littéralement perdu de la shape plus que la saison avançait parce que j'ai tout le temps faim. Puis tu peux me traiter de lâche, tu peux me dire que je devrais tout faire mes meals et être fucking tight, mais la vérité, c'est que j'ai fait ma plus petite semaine de course à vie la semaine passée parce que là, ça commence à arriver, tout ça. J'ai fait genre 3 heures, je pense. Mais pas à vie, mais durant cette prep-là, ou du moins, à part le début de prep, peut-être, j'ai fait genre 2h30, 3 heures, puis je pense que c'est ma plus petite semaine de course. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu as beaucoup de temps qui est mis là-dedans, tu as faim à shit, puis ça devient plus tough. Fait que tu veux juste manger des affaires, puis pas. Puis même potentiellement, que si ton alimentation est trop clean, ça va être dur d'aller chercher tes apports totaux, tu sais. Mais ça, c'est une autre conversation. Puis fait que l'idée, c'est pourquoi je ne refais pas de prévention. Fait que, ça pour dire, ma shape a vraiment considérablement empiré dans la préparation de marathon. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai hâte que ça finisse, sincèrement, pour pouvoir me concentrer sur d'autres choses. Puis, ce qui se passe avec ça aussi, c'est que. Pourquoi je parle de ça? C'est une trop longue métaphore, man. De ne pas faire plusieurs affaires en même temps, puis vraiment te demander ça, c'est ça. Pourquoi je fais un ultra? Pourquoi je ne fais pas d'ultra? Dans le fond,
je vois sincèrement pas comment je ferais pour garder un semblant de descente shape, garder un certain niveau de force aussi, avoir une relation présente, constante, relativement familiale avec ma blonde, puis pousser ma business en même temps que je vais me laisser un training d'ultra en ce moment. Je vois sincèrement pas comment je serais capable de le faire. Puis c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est pas pour dire genre qu'il faut pas le faire, c'est juste que il y a un coût. Il y a un coût à ça. Puis live, je suis pas prêt à payer ce coût-là. Surtout les hommes, là, j'argumenterais que passer 35, là, ça commence à être tough, bâtir du muscle. C'est pas impossible, surtout si tu n'es jamais entraîné. Mais ça se fait mieux avant 30 ans, bâtir de la masse musculaire, bâtir de la force. Fait que là, il y a comme une fenêtre qui se referme, puis je veux pas comme manquer cette fenêtre-là. J'ai envie de bâtir un peu plus de muscle, bâtir un peu plus de force, puis au pire, retourner à l'endurance un peu plus tard. Mais il y a un enjeu de temps aussi qui est, je me vois mal partir courir 6 heures, puis sans que momentum soit affecté. Fait que c'est toutes des questions qu'il faut que tu te poses, qui sont genre, est-ce que ça soutient ou est-ce que je veux aller? Puis ça, tu fais ça généralement pendant que la poussière est retombée. Puis même, j'ai un coach qui s'appelle Frank Allard, qui est un coach de bodybuilding, qui lui, puis bodybuilding, c'est un peu intense à cause qu'il y a beaucoup de drogue, puis il y a beaucoup d'affaires. C'est un milieu qui est somme toute assez dark, la préparation. Puis la compétition de bodybuilding. Puis lui, il dit genre, c'est pas compliqué. Tu prends aucune décision majeure pendant que tu es en prep. Fait que si tu te prépares à un show de bodybuilding, il dit, tu prends pas de décision. Si tu te pognes avec ta blonde, c'est pas le temps de gérer ça. Tu géreras ça après, tu sais. Puis c'est un peu ça l'idée. C'est genre, toutes ces affaires-là qui ont peut-être retombé dans ta prep. Ben, une fois que la poussière est retombée, tu arrêtes puis tu te demandes, est-ce que tout ça vaut la peine? Puis est-ce que ça, c'est vraiment aligné ou est-ce que j'ai? Parce que la motivation risque d'être vraiment plus profonde si tu as pris le temps de faire ces affaires-là, puis d'identifier ça, puis de réfléchir un peu à ça en off-season, que si tu le fais pas, puis tu fais juste aligner les courses comme de nombreuses personnes font. Puis là, ils ont fait un 5, puis après ça, ils enlignent un 10 parce que c'est ça l'étape logique, puis après ça, le 10, c'est le demi, puis après ça fait 3 ans qu'ils sont dans une spirale qui ne savent pas vraiment où est-ce qu'ils veulent aller. T'sais. Puis c'est vraiment, vraiment important. La première affaire que tu fais en off-season, avant même, je pense, d'évaluer qu'est-ce qui a été plus rough en termes de physique ou psychologique, c'est de te demander qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, man, avec ton entraînement? Puis, je suis probablement le pire exemple qui existe de ça. Je suis le pire exemple de ça. À genre partir 6 ans, man, sur une chire d'haltérophilie pour faire je veux avoir plus de force. Pourquoi je veux avoir plus de force? Parce que je veux avoir plus de shape. Puis parce que dans ma tête, c'est Rich Froning. Parce que, tu sais, moi, dans le fond, je venais du CrossFit. Puis en CrossFit, j'avais pas une si grosse shape que ça. J'étais relativement libre. Mais j'avais pas une si grosse shape que ça. Puis là, je regardais, mettons, Rich Froning dans ce temps-là. Puis les gros athlètes des Games qui levaient des poids incroyables. Puis là, j'étais comme, c'est ça qui me manque. Que je suis pas aussi fort qu'eux. Puis là, dans ce temps-là, le CrossFit typique, ça passait beaucoup par l'haltérophilie, tu sais. Fait que là, j'étais comme, faut que je monte mon haltéro, puis après ça, j'étais allé faire genre de l'haltéro, puis là, j'ai monté mon haltéro, puis là, j'avais encore la même crise de shape, puis là, j'ai fait fuck, man, ça fait 3 ans. J'ai atteint un niveau j'étais Canadien faible, mettons, en haltéro. Je suis jamais allé au Canadien. J'aurais probablement pu me qualifier. En fait, je me serais probablement qualifié Canadien, mais ça ne me tentait pas tant d'aller à une compé et de finir dernier, sincèrement. Fait que je suis jamais allé à ce niveau-là, mais à mon pic, j'aurais probablement pu sortir une qualif canadienne ou dem close, mettons. Puis je suis jamais allé pour ça. Puis là, j'ai atteint un certain niveau là-dedans de force. Puis j'étais comme, wow, man, je suis toujours pas satisfait de ma shape. Puis c'est vraiment de prendre le temps de creuser de ça. Puis t'es comme, OK, là, t'es allé en haltéro parce que tu pensais que prendre la force, ça allait aider ta shape. Mais pourquoi tu ne travailles pas directement sa shape, man? Pourquoi est-ce que tu sens le besoin de mettre des murs entre toi et ton objectif, tu sais? Puis il y a bien du monde qui font ça avec la course, particulièrement avec la course. Puis j'en ai parlé un peu en intro. La plupart du monde, là, perdre du poids dans une perte de gras, c'est honnêtement un peu. Perdre du poids dans une prep de marathon, dans une prep de course, c'est honnêtement un petit peu cave. À moins que tu aies déjà fait la distance, que ça soit vraiment facile ou que ta course soit vraiment pas prioritaire. Tu sais, que ça soit une de ces affaires-là. Sinon, tu devrais juste te concentrer à faire une chose à la fois. Puis après ça, te demander qu'est-ce que tu veux. Puis tu as tellement de monde qui sont genre, je vais faire un marathon, je vais améliorer ma shape. Je comprends pas pourquoi après mon marathon, j'ai pas plus de shape. T'es comme, man, j'avais une conversation avec un gars, ça fait un bout. Je pense que j'allais dire hier, mais c'était pas hier, c'est failli être un petit mensonge. Ça. Il y a quelques moments, je me rappelle plus quand. Puis le gars était comme, hey, je comprends pas, man, j'ai fait mon marathon, puis j'ai pas de meilleure shape. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que tu comprends pas, man? Un marathon, c'est d'avoir relativement une bonne capacité aérobique, d'être relativement endurant, tu sais. Puis lui, puis après ça, c'est là que tu creuses un peu sa question. Tu es comme, tu sais, il va dire, ah, man, je comprends pas, mon chest, c'est pas découpé ou j'ai pas plus d'abs, mais t'es comme, bro, t'as pas de chest. Genre, tu t'es jamais vraiment entraîné, ta musculature n'est pas développée, tu n'en as pas avant ton marathon. C'est illogique d'assumer que tu vas en avoir après. Tu sais? Puis c'est un peu ça la roue qui tourne avec beaucoup de monde. Le monde ne prenne pas le temps juste de se demander, OK, man, c'est quoi l'objectif? Puis c'est pas juste mon parcours me pousse dans quelle direction, puis où est-ce que je me fais traîner par la vie. C'est genre, non, non, man, où est-ce que je veux aller? Puis quand tu as un objectif de shape, c'est important de te le demander off-season parce que c'est pas exclusif. C'est fucking pas exclusif, man. Tu peux courir, tu peux faire de la muscu, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux juste pas tout faire en même temps. Puis qu'est-ce qui détermine qu'est-ce que tu fais en premier, c'est qu'est-ce qui est prioritaire pour toi, qu'est-ce que tu as envie de faire, puis qu'est-ce qui est facile de faire. Mais si tu prends pas le temps de te demander ces questions-là, tu vas juste tout le temps fucking tourner en rond. Fait que quand tu as un objectif de shape, c'est vraiment important, c'est off-season que ça se fait, ça.
C'est pas in-season, c'est pas quand tu commences à monter ton volume. Si tu as du poids à perdre, tu fais ça avant que ton millage commence à monter. Idéalement, pas dans une phase, mettons, de VO2 ou des affaires de même. C'est des trucs que j'ai déjà fait. Je sais sincèrement pas à quel point je le conseille. Je ne veux pas ouvrir cette porte-là parce que ça va être trop long, comme les critères décisionnels un peu par rapport à ça. Mais tu sais, la plupart du monde, quand tu fais. Si tout est une priorité, il n'y a rien qui est une priorité. Fait qu'à partir du moment où est-ce que tu t'assois et que tu essaies de tout faire, tu fais rien. C'est pas compliqué. Fait que tu te sors une affaire, peut-être deux si tu es relativement avancé en entraînement. Puis à partir de là, toutes tes décisions sont prises en fonction de ce frame-là. Tu te mets une date limite. Fait que, mettons, tu as une course dans 30 semaines. Ben, tu sais que tu as besoin d'un, mettons, c'est un demi. Fait que tu as 12 à 16 semaines de prep. Allons-y pour ça, juste pour le calcul, mettons. J'ai 12 semaines de prep. Je sais que mon VO2 était un élément limitant là-dedans. Fait que je vais mettre facile un 4 à 8 semaines là-dedans. Fait qu'on est rendu à 20 semaines de prep. Ça veut dire que si je fais rien d'autre, puis là, je vais juste simplifier mon modèle juste pour le faire, mais j'avais 30 semaines, j'en ai 12 qui sont associées. Je t'ai dit 12 semaines de prep, mettons 16 juste pour le calcul, plus 6 semaines de VO2, j'ai 22 semaines. Fait que j'ai maximum 8 semaines de perte de gras où est-ce que c'est vraiment, vraiment ça le focus. Dépendant de quand tu startes. Puis c'est une des raisons pour lesquelles ça a tant de valeur d'aller chercher un coach plus en off-season ou après ta saison. Tu donnes plus de temps à travailler, tu te donnes plus de temps pour avoir des résultats, tu sais. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'avais switché le suivi en ligne purement vers du suivi annuel aussi, parce que, man, ça change tout, là, ça donne tellement plus de résultats. C'est plus ça, à ce temps, c'est plus ça, c'est vraiment juste rendu un bloc de 3 mois où est-ce que le monde embarque, et après ça, on a l'option d'embarquer pour le suivi habituel, le suivi conventionnel, mais tout le monde passe par un 3 mois à cette heure. Mais, anyway, ça va dire. Fait que c'est ça, c'est de donner plus de temps pour ça, ça a vraiment, vraiment de la valeur pour le coach, pour qu'il se prépare. Puis moi, j'argumenterais sincèrement que la prep, c'est un peu la métaphore de genre, si tu as un arbre à couper et tu as 6 heures pour couper ton arbre, même passe 5 heures à aiguiser ta hache. C'est ça qui va avoir le plus d'impact, puis c'est un peu ça l'intérêt de faire du off-season puis de travailler là-dedans. Je pense sincèrement que la plupart du monde sont vraiment, vraiment pas conscientisés par rapport à ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là. Fait que je vais essayer de garder ce podcast un petit peu plus court, je vais essayer de garder ça plus soft, puis surtout pour vous donner l'occasion d'écouter la fin de la toune. Pour vous donner la fin de la toune avec Canvas d'Avrolize, mais un petit wrap-up sur. Définissons un petit wrap-up sur le off-season parce que je pense que c'est important. La première affaire, avant un off-season, tu devrais tout le temps te faire une phase de transition. Fait que quand tu finis ta course, des affaires, donne-toi minimum une semaine, idéalement plus. Ou est-ce que 1 à 2 semaines, où est-ce que tu ne fais pas ton sport précis, puis tu décantes. OK? Essentiellement, tu décantes physiquement et psychologiquement. Idéalement, c'est dans des phases de transition, avant ton off-season, où est-ce que là, tu commences à te demander où est-ce que je veux aller, qu'est-ce qui me parle. Tu laisses ça mijoter, man, puis tu te sens pas obligé d'avoir une réponse immédiate. Tu te sens pas obligé de répondre live à ce problème-là. Tu prends le temps, puis tu le laisses mijoter, puis tu réfléchis à ça dans ton bain, dans ta vie, à job, whatever. Tu prends un bon bout pour penser à ça. Puis après ça, tu te demandes où est-ce que tu veux aller. Puis après ça, tu commences à penser à c'est quoi ma prochaine étape. Tu ne sais pas automatiquement aligner les affaires. Là. Tu vas tout le temps avoir un bout où est-ce que tu enlèves comme la fatigue psychologique un peu parce que c'est vraiment important. On travaille avec des humains, on ne travaille pas avec des machines. Puis même si en théorie, 2 semaines de prep, ça change de quoi, la plupart du monde d'arriver mentalement la tête dans le game dans le cadre d'une prochaine prep, ça risque d'être vraiment, vraiment plus positif. Fait que phase de transition, 1 à 2 semaines de la plupart du monde, à moins que tu compétitionnes à un plus haut niveau, ça devrait être plus, tu compétitionnes à un plus haut niveau. Après ça, quand tu kicks ton off-season, essentiellement, tu travailles sur toutes tes qualités physiques qui ont été un élément limité dans ton sport ou dans ton année, en commençant par celle qui est la plus éloignée du sport précis. Fait que, mettons, c'est un powerlifter, puis tu as vraiment, vraiment de la misère à rentrer des sets, puis à rentrer des reps, tu as besoin d'avoir tout le temps des 7-8 minutes de rest entre tes séries. Ce qui n'est pas nécessairement un problème, by the way, parce que la compétition risque de ressembler pas mal à ça. Mais ça peut être un problème en entraînement où est-ce que réalistiquement le monde a un temps limité. Ils ne peuvent pas juste s'entraîner fucking 6 heures tout le temps. Fait que si jamais tu ne récupères pas bien entre tes sets, ben ça, mon homme, même si c'est du pesant, c'est ton système aérobique principalement qui refile tes réserves de créatine phosphate ou qui te fait récupérer un peu. Récupération, c'est très, très lié au système aérobique d'ailleurs, en général. Puis c'est comme pas un élément spécifique du sport, du powerlift, des sports de force. Fait que ça serait vraiment quelque chose que c'est un élément limité dans ta prep. Très important de faire ça off-season parce que il n'y aura pas de gain direct sur ton entraînement. Juste, tu vas mettre la table à progresser plus dans le futur en ayant des trainings qui sont peut-être plus optimales, plus adaptés à ton temps. Fait que, c'est un exemple un peu far stretch, mais pour des coureurs, ça veut dire tout ce qui est shape. C'est pas du sport spécifique. Ça, c'est off-season que tu fais ça. Tout ce qui est force pure, hypertrophie, ça va rentrer dans le shape un peu. Tout ce qui est force pure, développement de la force, tu le mets vraiment en priorité, normalement un peu plus en off-season. VO2 max, c'est plus des trucs que tu fais en off-season aussi. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Puis vraiment prendre le temps de te demander où est-ce que tu veux aller. Je pense sincèrement que c'est des choses qui sont vraiment, vraiment importantes. Fait que ça ressemble à ça. Je vous laisse avec la fin de la toune. On se reparle. Je vous laisse avec la fin de la toune. Si jamais vous avez aimé les podcasts, le lien pour rejoindre les fameux emails en description. Je mets beaucoup d'amour, beaucoup de temps dans l'email. Vous pouvez vous inscrire là-dessus. Puis on se reparle très bientôt tout le monde. Ciao, bye!